Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Il y a quelques années, il était de bon ton de commencer sa carrière dans un cabinet de conseil. Il pouvait s'agir d'un cabinet de conseil en stratégie, en organisation, d'un cabinet d'audit ou d'un cabinet qui faisait de la mise en place de systèmes d'information. On se dirigeait vers les entreprises une fois qu'on avait pu emmagasiner de l'expérience dans un nombre important de sociétés, puis se spécialiser dans un domaine que l'on maîtrisait et dans lequel on pouvait légitimement faire figure de spécialiste. Depuis quelques années, on rencontre en fait le phénomène inverse, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui ont fait tout ou partie de leur parcours en entreprise et qui se lancent vers 45 ans dans le monde du conseil. Ils le font soit en rejoignant l'entité de conseil de grands groupes de sociétés type informatique tels que HP ou IBM, soit en rejoignant des cabinets tels que le vôtre, soit en se mettant à leur propre compte ou en travaillant en réseau avec d'autres indépendants. La question est complètement d'actualité pour les personnes de cette classe d'âge et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir ce que cela veut dire de travailler dans un cabinet de conseil pour les gens qui n'y ont jamais travaillé. Par exemple, quel type de profil il faut avoir, quels sont les profils incompatibles éventuellement s'il y en a, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler dans ce type de structure, quels en sont les risques s'il y en a, et j'ai décidé de faire appel à un professionnel du conseil pour lui demander d'échanger avec nous sur ce sujet. Mon invité d'aujourd'hui est Henri Cheng. Henri Cheng, vous êtes vice-président du cabinet de conseil Bearing Point. Vous êtes responsable des secteurs télécom, médias et utilities en Europe. Et vous avez commencé votre carrière chez Arthur Andersen en 1989. Henri, bonjour. Bonjour Mireille. Comment vous réagiriez si je prenais d'abord le sujet dans son historicité et en parlant de gens qui ont commencé leur carrière dans le conseil pour ensuite rentrer dans des entreprises? L'idée, c'est que peut-être cette condition dans un phénomène qui est plus habituel n'est peut-être pas aussi aisée que ce qu'on imagine. Quels sont les retours des gens qui ont travaillé avec vous sur ce sujet? Alors d'abord, il faut savoir qu'une bonne partie des jeunes diplômés considèrent que le conseil, c'est une sorte de 3e cycle ou de 4e cycle pour acquérir une première expérience professionnelle et pour pouvoir aller après dans une entreprise ou trouver son vrai métier. Alors, son vrai métier. Donc le conseil n'est pas un métier. Et si, on y reviendra tout à l'heure, le conseil c'est également un vrai métier et c'est pour ça que c'est pas si facile d'ailleurs d'entrer dans cette profession quand on a 40 ou 45 ans. Mais si on revient sur le processus qui fait que les jeunes nous rejoignent, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, qui était vrai il y a quelques années, mais qui est toujours vrai. En réalité, aujourd'hui, de bon nombre de jeunes diplômés vont dans les cabinets de conseil et toujours dans la même segmentation, soit les cabinets plus orientés informatique, soit les cabinets d'audit, soit les cabinets de conseil en management comme Bearing Point ou les cabinets de conseil en stratégie. Et au bout de quelques années, s'étant fait quelques blessures ou cicatrices de guerre, vont pantoufler et partir en entreprise pour postuler à un poste auquel ils n'auraient pas forcément accès après le même nombre d'années d'expérience en entreprise. Donc le conseil est toujours un tremplin, et c'est ce que nous disent nos consultants partis à l'opérationnel. Ça reste un tremplin, que les consultants aient passé 2, 4, 6, 8 ou 15 ans en cabinet de conseil. Le conseil reste un tremplin de carrière pour ceux qui partent après et sortent du métier du conseil. Alors nous, on les fréquente, on les connaît, on les anime même, puisqu'en fait, notre réseau d'anciens est également un réseau de prescripteurs. Et après avoir été nos employés, nos consultants, ils deviennent nos clients. Et donc c'est aussi, on les suit dans leur carrière. Et souvent, ils font de très belles carrières et deviennent décideurs. Ils ont des budgets de conseil et donc on est dans un système vertueux qui continue de s'auto-alimenter, heureusement. Donc vous avez un très joli écosystème autour de vous.
Exactement, et finalement, il n'a pas réellement changé. On peut dire qu'il y a la génération Y qui est déjà en entreprise. On peut dire que les générations sont de plus en plus impatientes, exigeantes vis-à-vis de leur employeur. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut éviter toujours d'avoir un comportement un peu de vieux con, passez-moi l'expression, où on se dit c'était mieux avant, de mon temps les jeunes étaient plus motivés. Non, c'est pas vrai, on a toujours des jeunes diplômés à la tête bien faite, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de professionnalisme qui rejoignent nos cabinets. Donc en fait, le système n'a pas fondamentalement changé, on a encore beaucoup de jeunes à potentiel qui ont envie de s'aguerrir et d'acquérir beaucoup d'expérience en rejoignant le monde du conseil, c'est toujours vrai. Pour autant, la transition de passer du monde de conseil au monde de l'entreprise, même si elle peut être parfaitement réussie, n'est pas forcément toujours aisée au moment du passage. Quelles en sont les remontées que vous font vos anciens? Alors disons que ce qui est le plus facile pour nos consultants, c'est d'aller chez leurs clients. Parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs la majorité des départs qu'on voit, en fait, nos clients, nos consultants sont en permanence en contact de leurs clients, vivent et découvrent la culture d'entreprise de leurs clients. Et pour nos clients, c'est la meilleure des périodes d'essai qui soit, puisqu'ils ont testé dans un environnement contraint dans la durée et sous pression d'obtention de résultats. Ils voient le comportement professionnel de ces personnes. Et donc, ils se trompent absolument jamais. On a un taux d'échec d'intégration en entreprise pour nos consultants qui rejoignent leurs clients, mais quasiment nul. 0%. 0% parce le que... rêve de tout recruteur. Parce que, de part et d'autre, ils font affaire en connaissance de cause. Alors, en revanche, bien sûr, lorsqu'ils partent, ils se font chasser pour aller dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Là, ils peuvent bien sûr rencontrer l'échec ou des difficultés d'intégration parce qu'ils sont pas forcément compatibles avec la culture qu'ils vont rencontrer. Je dirais que l'avantage du consultant par rapport à n'importe quel autre type de salarié, c'est qu'il a appris à découvrir des environnements extrêmement variables en termes de culture d'entreprise, d'organisation, de processus, de système, de stratégie ou de santé financière de l'entreprise. Et donc, ils ont développé une capacité d'adaptation qui les rend quand même plus aptes à s'adapter à n'importe quel type de contexte qu'ils vont rejoindre en entreprise. Quelles sont les raisons qui, au bout d'un certain nombre d'années, vous disiez 2, 4, 6, 10, peut-être 15, font qu'ils ont envie de changer et de quitter cet environnement ? Est-ce que c'est les sirènes du salaire? Est-ce que ce sont les sirènes de la tranquillité, je peux rentrer chez moi à une heure décente? Est-ce que c'est je me balade moins partout? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on quitte ce qui était quand même un métier? Vous venez de l'expliquer. Alors d'abord, il faut voir que ça fait partie de l'économie du cabinet de conseil. Prenez Bearing Point, on recrute chaque année 200-250 jeunes diplômés en France. Et chaque année, on promeut, au bout de 13-14 ans de carrière, 2 ou 3 associés chaque année. Donc évidemment... Il y a un petit peu de perte en ligne. Il y a 99% des consultants qui, entre-temps, nous auront quittés. Et donc ça, c'est normal. Donc c'est tout à fait normal et ça fait partie du modèle que très peu d'entre eux vont souhaiter rester et arriveront à rester et à devenir associés. Donc ça veut dire que il y a pas de stress, il y a simplement des jeunes générations qui eux veulent devenir entrepreneurs et qui créent des startups en nous quittant. C'est aussi... Vous en avez pas mal? Oui, on en a beaucoup. Alors, il y a eu des vagues. C'est un phénomène récent ou c'est un phénomène depuis longtemps? Non, il y a eu une grande vague entre 2000 et 2002 au moment de la première bulle Internet. Et il y a eu une deuxième vague depuis 3-4 ans avec de nouveau des créations de startups dès la sortie du cabinet de conseil, une fois qu'ils ont acquis un premier bagage et qu'ils ont trouvé la bonne idée pour se lancer. Alors je vais vous poser une question juste à ce moment-là. J'imagine que les sociétés que vous auditez n'ont rien de la taille d'une start-up ou les sociétés que vous aidez n'ont rien de la taille d'une start-up. Comment se passe l'ajustement d'un conseil à une grosse entreprise à une toute petite boîte? Alors, elle se passe bien dans la plupart des cas parce que, en fait, en tant que consultant, on a une grande liberté d'action et de manœuvre. On n'a pas d'œillères. Alors que quand on est salarié dans une grande structure, on a tout de suite des barrières d'intervention et du périmètre qu'on a le droit de toucher, de regarder. Et d'histoire politique, bien sûr. Voilà, et d'enjeux politiques. Quand vous êtes dans une start-up, aucune barrière, aucune limitation. Vous êtes fondateur ou vous faites partie de l'équipe dirigeante et vous avez toute liberté pour prendre des initiatives. Donc le consultant, il se déploie très bien dans ce type de nouveau périmètre d'intervention qui est celui d'une start-up. Est-ce que vous avez des cas de gens qui reviennent au cabinet ensuite en vous disant « je me suis trompé, finalement c'est le métier que je voulais faire ». Oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord on essaye de pas
avoir un discours d'échec, parce que ne serait-ce que par amour propre, les gens auront à ce moment-là peur du regard des autres et ne souhaiteront pas retourner, en tout cas dans le même cabinet. C'est un peu le sens de ma question. Oui. Mais on en a pas mal qui reviennent quand même. Soit ils sont partis parfois à la concurrence, soit en opérationnel, et ils disent mais finalement c'était très bien au sein du cabinet, je retourne chez Bearing Point, j'y ai vécu de très belles années, j'ai envie d'y retourner, et ça arrive en fait très souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à peu près 2/3 de notre recrutement qui sont des jeunes et 1/3 qui sont des personnes expérimentées qui ont généralement une première expérience dans le conseil ou dans l'opérationnel et qui nous rejoignent après une expérience professionnelle. Entre eux, disons, 3 et 10 ans d'expérience. C'est la courbe de Gauss est centrée sur ce niveau d'expérience. C'est effectivement le sujet de la deuxième partie de cette émission. Je vous propose une pause musicale. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, qui est un focus sur les professions de conseil. Alors Henri, quelques sujets peut-être un peu en désordre sur notre second thème qui est comment est-ce que l'on peut continuer sa carrière dans un cabinet, soit après un début dans un cabinet, soit après un début, enfin dans un cabinet autre bien entendu, soit après un début en entreprise. Quand vous recrutez quelqu'un qui vient de l'extérieur et vous dites que c'est à peu près 1/3 de votre recrutement par an, quels sont les critères que vous regardez pour décider de faire venir ou pas une personne ? Alors en fait, le premier critère, ça sera la facilité d'intégration. Il faut qu'on sente bien que d'un point de vue culture, les personnes vont bien s'acclimater à notre culture d'entreprise, qui est faite de communication très directe, très peu d'enjeux politiques, d'une obsession d'une qualité du service rendu aux clients, et puis d'une pression, saine pression mise sur les équipes pour développer commercialement notre business, parce que notre business, il ne s'achète pas, il se vend. Donc il faut qu'on ait quand même une vocation commerciale. Donc c'est tous ces critères-là qu'on met un petit peu en avant pour identifier les meilleurs candidats dans nos processus de recrutement. Donc ça sera un mélange de technicité, de commercial et de savoir-être. Absolument, sachant que la technicité dépend aussi du niveau d'expertise et d'ancienneté, d'expérience que peuvent avoir nos candidats expérimentés. Donc certains sont spécialisés sur un type de mission parce qu'ils sont spécialistes du CRM, du marketing, de la stratégie, du digital, enfin de problématiques un peu transverses de l'entreprise. Et d'autres sont spécialisés sur un secteur d'activité, les télécoms, la banque, les services publics. Et c'est comme ça qu'on les intègre, et notre organisation même en interne est bien sur ces deux dimensions-là. Et donc c'est par rapport à ces deux dimensions d'organisation qu'on identifie, nous, des besoins de recrutement, et de l'autre côté, on reçoit sans arrêt énormément de profils de gens expérimentés qui souhaitent nous rejoindre. Comment est-ce que vous savez, au bout de combien de temps vous savez qu'une intégration est réussie ? C'est quelque chose que vous pouvez identifier au bout de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, de 2 ans ? Et est-ce que ça dépend du nombre d'années de seniorité professionnelle de la personne que vous intégrez ? Il n'y a pas de réponse simple à cette question parce que le droit du travail nous impose une période d'essai de 7 mois aujourd'hui, donc 4 plus 3. Et donc c'est parfois insuffisant pour avoir la mise en perspective du succès, notamment commercial, parce que les cycles de vente dans le conseil font que parfois il faut justement 6 mois entre un premier contact et la conclusion d'une affaire. D'où le sens de ma question. Donc on a des processus qui font que on garde
je dirais un peu sous tutorat ou sous compagnonnage, un certain nombre de gens expérimentés. Lorsqu'ils ont plus de 10 ou 15 ans d'expérience en nous rejoignant, on se donne généralement 2 ans de perspective pour savoir si l'intégration est réussie. D'accord, donc c'est plutôt du temps long, et ça permet également à la personne de savoir si elle se sent confortable chez vous. J'imagine ça joue dans les deux sens. Oui, tout à fait, sachant que lorsque les gens ont vraiment beaucoup d'expérience, c'est-à-dire disons plus de 15 ans d'expérience, généralement, pour que leur intégration soit un succès, une condition nécessaire, c'est qu'il faut que leur métier de base soit quand même d'être consultant. C'est-à-dire qu'ils aient pu faire de l'opérationnel, mais s'ils n'ont jamais fait de conseil, en arrivant à 45 ans, prenons au hasard, les âges que vous ma avez population cités, préférée. En n'ayant jamais fait de conseil, le taux d'échec d'intégration est quand même très élevé. Vous avez testé, vous avez essayé et vous en avez tiré des leçons? C'est-à-dire qu'on a à peu près un taux d'échec de 50%, ce qui est quand même très élevé dans ce cas-là pour des gens qui n'ont jamais fait de conseil. Même si les personnes étaient dans des structures ou dans des positions en interne dans une société qui pouvaient ressembler à une position de conseil? Parce que ça arrive aussi, ça. Oui, parce que quand les gens sont expérimentés dans le conseil, ils ont une responsabilité commerciale très importante. Sinon, ils passent pas la barre, c'est ça? Voilà. Et d'accord. Lorsqu'ils viennent de l'extérieur et même s'ils sont dans des fonctions, par exemple, de conseil interne, oui, ils ont été dans des fonctions où le conseil s'achetait, mais ne se vendait pas vraiment. Or, quand on est consultant en externe, là, il faut vraiment vendre. Là, il y a une compétition, là, il faut être le meilleur et il faut savoir convaincre, j'imagine. Absolument. Et pas forcément une compétition en interne, une compétition en externe avec d'autres cabinets. Tout à fait, c'est à ça que je pensais. Voilà. Et ça, il faut pouvoir réussir dans cet effort commercial. Et on n'est jamais sûr, avant de l'avoir mis à l'épreuve, qu'on va vraiment réussir commercialement. D'accord, donc à chaque fois, je mets la personne dans le grand bain et je vois comment elle fonctionne. Alors nous, on a même un processus de compagnonnage qui fait qu'on accompagne les gens expérimentés parce que une des problématiques des grands cabinets de conseil, c'est qu'on va considérer que quelqu'un qui a un grade de manager, de senior manager, de directeur associé, on va se comporter avec lui comme s'il était là depuis 5, 10 ou 15 ans. Alors qu'il est là depuis 5 jours et qu'il connaissait pas forcément ce qu'on attend de lui dans les détails. On a des tas de formations, bien sûr, mais ça n'empêche que 5, 10 ou 15 ans de conseils dans notre maison, ça ne s'improvise pas en 5, 10 ou 15 semaines. Il y a des tas de codes qu'il connaîtra pas, il y a des tas de procédures qui ne sont pas écrites, j'imagine. Donc nous, un peu façon Tour de France, on fait un compagnonnage, on accompagne les gens expérimentés, mais il reste qu'il y a quand même un taux de déchet très fort pour les gens qui n'ont jamais fait de conseil. Parce que, encore une fois, c'est quand même un vrai métier. J'ai bien entendu. Ma question pour les gens, justement, qui ont 10, 15 ans d'expérience, qui se retrouvent à des postes de manager, directeur, associé, je sais pas comment vous les appelez chez vous et je m'en excuse. Comment est-ce que vous pouvez les mettre en position, ou est-ce que vous les mettez en position d'encadrement d'équipe, de gens qui sont plus jeunes et qui, eux, ont l'habitude du conseil? Et si oui, comment ça se passe? Alors ça, c'est un point qui ne pose pas trop de difficultés parce que, en fait, avec une expérience professionnelle, les gens qui nous rejoignent après 5, 10, 15 ou 20 ans d'expérience, ils ont généralement fait beaucoup plus d'encadrement d'équipes et de grandes équipes et de direction, de départements, de business unit que les consultants de même grade au sein du cabinet. D'accord. Et donc, la reconnaissance de cette compétence opérationnelle et technique fait que l'intégration d'un point de vue management d'équipe, encadrement d'équipe et de projet pose généralement peu de difficultés. Donc la seule difficulté, c'est la mise en place de pitchs commerciaux et j'imagine que c'est là où ils sont mentorés. Et c'est donc le savoir-faire de compréhension d'un besoin d'un client, de sa qualification et de la constitution de l'offre, de l'équipe et du discours commercial qui va séduire le client au point qu'on remporte l'affaire. Donc là, vous les aidez. On les aide, mais malheureusement, il faut qu'ils s'aident eux-mêmes aussi. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce qu'il arrive, je sais qu'il arrive à beaucoup de vos collègues, de faire travailler des gens en sous-traitance? Est-ce que c'est une condition préalable à une intégration? Est-ce que c'est une condition pour permettre d'absorber des charges exceptionnelles? Comment est-ce que vous ou les autres gérez ce type d'effectifs variables? Alors c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps. Je dirais que la version monolithique des années 90 ou 2000 des cabinets, c'était de ne pas recourir à des freelances parce on les connaissait pas et on pouvait pas on n'était pas garant de la qualité, la qualité des prestations. En réalité, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué parce que
On a besoin, nous, de baisser notre point mort et d'avoir des ressources à coût variable pour couvrir une partie de notre croissance et éventuelle décroissance. Donc, on a stratégiquement besoin de recourir à ces freelances. Et puis, en plus, ils ont, sur un certain nombre de problématiques, une expertise dont on a réellement besoin. Bien sûr. Alors, on va rarement recourir à de la sous-traitance pure capacitaire en disant j'ai besoin d'un chef de projet qui sache rien faire, mais juste encadrer des troupes. Ça, on va pas généralement pas le sous-traiter. En revanche, sur un secteur financier, sur une problématique, Salesforce.com, sur une problématique particulière, recourir à des experts qui ont vraiment une expertise particulière qui nous manque, ça nous arrive de plus en plus fréquemment, oui. D'accord. Quel conseil vous donneriez à des gens qui disent, alors ça j'entends le discours énormément, je vais rentrer dans un cabinet de conseil où je vais faire moi-même du conseil, c'est-à-dire ce sont des experts métiers, de fonctions support, de fonctions commerciales, de fonctions de management, de fonctions de DSI, et ils se disent j'ai été licencié ou je ne veux plus de structure, je vais me lancer pour mon propre compte ou avec un réseau de personnes pour faire mon métier sous forme commerciale et sous forme de freelance conseil. Après tout, le schéma peut être déployé à l'infini. Je dirais qu'il faut d'abord se poser la question de la valeur de son carnet d'adresses. Est-ce que le carnet d'adresses qu'on a eu au travers de ses entreprises, de ses collègues, de ses réseaux d'écoles, de réseaux d'anciens, les anciens d'Arthur, dont nous faisons tous les deux partie. Ah bon? Oui. Est-ce qu'on a le bon carnet d'adresses pour faire fructifier son business dans la durée? En fait, ce point est important parce que beaucoup de freelances connaissent une première période dorée et puis au bout de quelques temps, le carnet d'adresses est un petit peu essoré. C'est ce que je vois beaucoup. Ils ont regardé les amis proches et la famille. Et puis une fois qu'on a consommé... Et le bouche à oreille fonctionne beaucoup moins après sur le deuxième cercle, voire le troisième cercle. Et voilà. Et donc en fait, on mange le pain blanc assez rapidement et après, on a un peu essoré son carnet d'adresses. Et donc, il y a un risque d'assèchement du flux de business au bout de quelques années. Même, je dirais 18 mois en général. Oui, c'est un vrai sujet. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut être capable de travailler en réseau. Il y a des réseaux de freelance qui existent et qui se développent et qui peuvent pallier un petit peu à la faiblesse du carnet d'adresses du consultant tout seul. Il y a une deuxième faiblesse qui est l'appauvrissement potentiel en matière de compétences. C'est-à-dire que quand on est ça qui me fait le plus peur, oui, dans un grand pour ces gens-là. Quand on est dans une entreprise ou dans un grand cabinet, on reste un petit peu en permanence en alerte et on se forme aux dernières technologies, aux dernières modes, à ce qui se vend le plus, à ce qui est à la mode. Ne serait-ce que parce que le client en aura entendu parler. Si vous ne connaissez pas, il vous mettra dans la position où vous serez obligé de l'étudier, j'imagine. Exactement. Et en la matière de tous ces sujets de management, en fait, l'expertise est toujours relative. Si la personne que vous avez en face de vous s'y connaît un petit peu moins, il pense que vous êtes un expert, ce qui est probablement faux dans l'absolu, mais vrai en relatif. Et donc, en fait, quand vous êtes freelance, il y a un risque de stagnation de vos compétences, parce que vous ne vous formez pas et vous n'évoluez pas, vous délivrez les prestations que vous savez faire eu égard à votre expérience passée. Et donc, il y a un petit risque de tassement de votre expertise dans la durée, donc il faut faire très attention à faire vivre son expertise en permanence. Des gens qui, pour reprendre votre point de début de discussion, qui ont eu une expérience en entreprise, qui décident de se mettre à leur compte et qui, au bout de 18 mois ou 2 ans, se rendent compte que finalement c'est trop difficile, parce qu'effectivement, il y a sans arrêt le problème de commercial, formation, production, et en boucle, commercial, formation, production, avec toujours la même personne. Ces gens-là, est-ce qu'au bout de 2 ans, ils deviennent plus employable par un cabinet, pas forcément le vôtre, mais peut-être plus petit, ou est-ce que vous ne valorisez pas cette expérience commerciale, mise en place de pitch et expérience client? Alors, on peut valoriser et parfois on a des expériences avec des indépendants qui nous amènent du business, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vendre des projets qu'ils ne peuvent pas délivrer tout seuls. Et à ce moment-là, ça veut dire que eux, ils sont rentrés dans une démarche commerciale qui fait qu'ils sont capables de valoriser leur carnet d'adresses et pas de se vendre simplement eux-mêmes et de détecter des besoins de transformation chez nos clients et de pouvoir les adresser avec nous. Et là, on est effectivement sur un cercle vertueux qui peut conduire à leur intégration chez nous. D'accord. Donc même avec la taille de votre cabinet, ça peut vous intéresser. Ça peut nous intéresser, mais franchement, c'est quand même assez rare. Bien sûr. Parce qu'on est souvent plutôt dans le cas d'un freelance qui génère son propre business et qui vend sa propre personne plutôt que des prestations sur un grand projet avec une capacité à tracter du business pour d'autres.
Quelle est la différence entre se vendre soi-même et vendre un cabinet ? C'est du savoir-être, c'est de l'analyse, c'est de la stratégie. Disons que c'est une posture avant tout, où au lieu de vendre ce que je sais faire, on convainc le client qu'on va avoir la compétence d'apporter une réponse à son besoin avec les équipes du cabinet. Donc c'est vrai que la posture commerciale est fondamentalement différente. Alors évidemment, l'associé ou le directeur qui vend le projet, il sera sur le projet et il va assurer la relation de confiance, il va garantir au client que les prestations correspondront aux besoins qu'avait exprimé le client. Donc il va sans arrêt faire la liaison. Donc il y aura toujours le lien entre celui qui a vendu et celui qui a produit, parce que c'est la même personne dans un cabinet de conseil. D'accord. Si on reprend juste pour terminer les deux points, à quelqu'un qui a 45 ans, qui est dans un cabinet de conseil et qui veut rentrer dans une entreprise, pas forcément la sienne pour des raisons, pas forcément son client pour des raisons peut-être parce que son client ne recrute pas, ou à quelqu'un qui est dans une entreprise et qui se dit que peut-être avoir une expérience sur ce que font d'autres entreprises, c'est-à-dire aller dans un cabinet de conseil, serait pas mal. Quels sont les deux conseils que vous donneriez sur les choses à faire et les choses sur lesquelles il faudrait porter son attention avant de décider de faire une quelconque décision? Je dirais qu'il y a des choses qui existent qui sont des bilans de compétences et qui sont très bien faits par des professionnels de la chose et qui permettent de faire un arrêt sur image sur le plan de carrière, là où ils en sont en termes de compétences et ce qui est devant eux en termes de carrière. Et nous-mêmes, pour nos salariés, dont on pense qu'ils ne seront pas associés, et qui ont dépassé la quarantaine et dont on pense qu'il faut qu'ils se reclassent dans une entreprise avant d'atteindre la cinquantaine. C'est des raisons de non-performance commerciale ou de non-adaptation à votre modèle. C'est ça, c'est qu'il manque une des cases pour passer associé. D'accord. Et dans ce cas-là, on va les accompagner, on commence par un bilan de compétences et on a même des prestataires autour de nous qui font de l'outplacement pour accompagner dans la recherche de job des gens qui partiront à l'opérationnel. Et c'est vrai inversement pour des gens qui sont en entreprise et qui posent cette question. Ça vous permet de garder un contact et que la personne ne vive pas ça comme un échec. Enfin, tout en étant relatif sur la notion de non-échec. Bien sûr, mais ça permet, et on a de nombreux exemples, et en ce moment on en a plusieurs là, qui sont des outplacements réussis, où il n'y a aucune rupture du fait de l'employeur du contrat de travail, aucune rupture, c'est à la fin la personne a trouvé un job. Avant de quitter votre cabinet. Et avant de quitter notre cabinet, elle démissionne et on a fait l'investissement de faire un bilan de compétences, de lui financer un outplacement, et les consultants qui ont 15 ans de carrière de conseil sont des denrées extrêmement précieuses pour les entreprises parce qu'ils savent qu'ils peuvent les intégrer dans une structure de conseil interne, une structure de programme management, de réduction de coûts, de projets de transition, quel qu'il soit. D'accord. Et à quelqu'un qui voudrait quitter une entreprise en disant je vais me lancer dans le conseil, il y a certains cabinets qui augmentent en compétences et qui recherchent effectivement des professionnels. Vous leur diriez de faire attention ou d'y aller? Je leur dirais de faire attention sur le niveau d'exigence que le cabinet a en matière, par exemple, de performance commerciale. On a beaucoup d'expérience chez certains de nos confrères où le taux de rejet après intégration de gens expérimentés n'ayant jamais fait de conseil est faramineux. Donc ils n'hésitent pas à recruter beaucoup plus que leurs besoins, quitte à filtrer. D'accord. Henri Tcheng, je vous remercie pour ce moment d'échange. Amis auditeurs, je vous retrouverai avec le même plaisir le mois prochain pour vous parler des différentes formes d'emploi.